Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire du réseau Terrae qui aura pour thématique le carbone des sols et leurs intérêts agronomiques et particulièrement d'un point de vue structural. Alors nous avons la chance d'avoir 3 intervenants qui vont se succéder pendant une heure grosso modo. La première, c'est Caroline Chartin, qui est accompagnée de Bas van Wezenmael, tous deux chercheurs à l'Institut, au Centre de recherche pour la Terre et le climat, Georges Lemaître. Caroline, particulièrement, va nous parler de la qualité du sol sous les aspects plus particuliers du carbone organique et de la stabilité structurale. Ensuite, ce sera Simon Dirix, qui est coordinateur de l'ASBL Greenotech, qui va prendre la parole et rebondir sur les généralités et les aspects théoriques que Caroline aura expliqués, avec des exemples, des résultats de 2 campagnes d'échantillonnage et de collecte de données de terrain qui ont été réalisées par l'ASBL Greenotech avec des partenariats. On finira par Esther Guatz, qui est attachée et qualifiée au département du sol et des déchets du SPW, qui va vous expliquer les opportunités en Wallonie autour du carbone du sol et notamment grâce à la nouvelle MAEC dans le cadre de la future PAC. Nous finirons par des échanges autour de tout ce qui a été dit par les différents intervenants. Vous pouvez vous poser vos questions, comme je l'ai dit, sur le chat au fur et à mesure et je me chargerai de les transmettre aux différents interlocuteurs. Voilà, je vous invite j'invite Caroline. Donc, je remercie déjà tous les 3 intervenants avant que j'oublie en fin de webinaire. Merci beaucoup. Et je vous laisse la parole. Le micro, Caroline, je pense. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? La présentation? Ok, super. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Caroline Chartin de l'UC Louvain et je vais vous parler un petit peu de qualité du sol avec un focus sur le carbone organique et la stabilité structurale. J'invite mes collègues Bas et Esther à ne pas hésiter à intervenir pour compléter mon discours au fur et à mesure de la présentation. Voilà, allons-y. Donc, on va parler sol. Donc, juste quelques petits rappels. Le sol, c'est quand même une ressource assez importante, notamment pour les activités agricoles. C'est une ressource avec un temps de formation de plusieurs millénaires. Donc, c'est une ressource vraiment non renouvelable à l'échelle de temps humain, de vie humaine. Cette formation, elle se fait à partir de différents facteurs qui varient dans l'espace et dans le temps, notamment le matériau parental, la topographie, le climat, l'action des organismes et le temps. Donc, de par ces différents facteurs et leurs variations dans le temps et l'espace, on va avoir différents types de sols sur lesquels on va pouvoir faire différentes activités. Et ça permet d'avoir aussi une diversité de sols assez importante dans le monde, mais également à l'échelle de la Wallonie. Ici, vous pouvez voir la carte des principaux types de sols sur toute la Wallonie. Voilà, on voit bien que du nord-ouest au sud-est, on va passer par différents types de sols selon le climat, le relief, etc. On a plutôt des sols donc limoneux et sablo-limoneux dans le nord-ouest, et puis on va passer par après des sols plutôt limono-caillouteux, quelques sols argileux, et on retombe sur des sols sableux dans le sud-est. Voilà. Je parle de type de sol, pourquoi? Parce qu'on ne va pas pouvoir aborder la qualité de tous les sols, de tous ces types de sols de la même manière. Si on voit la définition de la qualité des sols, la définition la plus utilisée à l'heure actuelle, la qualité du sol, c'est quoi? C'est la capacité d'un type de sol spécifique à fonctionner dans les limites d'un écosystème naturel ou anthropogène. Donc, anthropogène pour nous, ici, ça va être le système agricole. De supporter la production de plantes et d'animaux, de maintenir ou d'augmenter la qualité de l'eau et de l'air, et de supporter la santé et l'habitation humaine.
À l'heure actuelle, selon les recherches, que tout le monde le sait, hein, la matière organique du sol, donc l'AMO, c'est l'attribut le plus important en termes de qualité du sol. Pourquoi? Parce que la matière organique, elle va jouer un rôle dans différents processus qui définissent différents types de qualité du sol. On a la qualité physique, biologique et chimique. Alors, la matière organique du sol, elle va intervenir par exemple sur la structuration du sol, le complexe organo-minéral. Donc, structuration, ça dit porosité, flux d'eau, rétention d'eau, passage de l'air, etc. Ça va jouer aussi sur le bilan énergétique parce que plus on a de matière organique, plus votre sol il va être foncé et capter l'énergie solaire et donc changer la température, jouer sur les processus physico-chimiques qu'il y a dans le sol. C'est aussi un substrat énergétique pour les organismes du sol, cette matière organique, parce qu'on a différents micro-organismes, macro-organismes qui vont se nourrir de la matière organique et synthétiser de nouvelles particules qui vont jouer aussi sur la qualité de ce sol. Et puis, sur la matière organique joue sur la qualité chimique, parce que dans le complexe organo-minéral, cette matière organique, elle offre, plus les argiles, offre différents sites chargés positivement ou négativement, qui vont permettre la rétention et l'échange des éléments nutritifs pour la plante et pour le bon fonctionnement du sol. OK. Donc là, on a parlé matière organique. Là, je vais sur le carbone organique, mais le carbone organique total, en fait, il représente 58% de la matière organique d'un sol. Donc, quand je parle de carbone organique, en fait, c'est kiff-kiff avec matière organique. En gros, la matière organique, c'est 1,72 fois le carbone organique du sol. Donc, on peut parler indifféremment de ces deux indicateurs, matière organique et carbone organique. Donc, carbone organique, c'est 58% de la matière organique d'un sol. Les 42% qui restent, ça va être majoritairement de l'oxygène, de l'hydrogène, et puis aussi azote et différents éléments importants au fonctionnement du sol et des plantes, etc. Donc, classiquement, le carbone organique total du sol, c'est l'indicateur le plus mesuré dans les réseaux de suivi de qualité des sols. Vous l'avez tous vu, le carbone, c'est une mesure qui est inclue dans vos bilans d'analyse de sol, notamment fait par les laboratoires de proximité. Alors, on a différents laboratoires, hein, Namur, La Hulpe, Liège, Lichamps et Amos, qui vont pouvoir faire vos bilans d'analyse de sol. Donc, nous, on a un partenariat avec Requasud qui chapeaute en fait ces différents laboratoires de proximité et on peut faire des échanges de données anonymisées sur lesquelles on va travailler pour voir un petit peu où on en est au niveau de qualité du sol à l'échelle de la Wallonie. Donc, grâce à ces données, par exemple, on va pouvoir faire le bilan carbone dans les sols. Notamment régulièrement, on a l'état de l'environnement wallon pour lequel on travaille. Et personnellement, j'ai produit les bilans carbone et les cartes de carbone. Donc là, vous avez la teneur en carbone organique totale des sols agricoles en Wallonie pour la période 2015-2019. Comme vous pouvez le voir par rapport aux différents types de sols et puis à ce gradient nord-ouest-sud-est, on va avoir des teneurs en carbone qui vont passer autour de 1% plutôt dans le nord-ouest, et puis on va arriver sur des 4-5% plutôt dans Ardennes, Haute-Ardennes, etc. Il faut savoir que en dessous de 2% de carbone organique, on considère que les sols sont plutôt dégradés, avec un fort risque d'instabilité structurale. On le verra un peu plus loin, on a des démonstrations. À l'heure actuelle, il me semble, si je ne me trompe pas, Esther, qu'on est à quasiment 90% des surfaces en terre arable qui sont autour de ces 2% ou en dessous. Donc, on a quand même une qualité des sols au niveau structural en Wallonie qui n'est pas en bonne voie pour le moment, sachant en plus que ces dernières années, donc là, vous avez un tableau spécifique aux cultures
en haut et aux prairies permanentes en bas, avec un bilan d'évolution entre les périodes 2004-2014 et 2015-2019 pour les teneurs en carbone. Ce qu'on peut voir, c'est que donc sur ce laps de temps, donc qui est quand même de 15 ans, on va avoir des régions agricoles, comme les Ardennes ou la région jurassique, où on a des pertes, donc des pertes relatives en carbone de moins 11% par exemple en Ardennes et moins 18% en région jurassique. Donc ça ne va pas trop dans la bonne voie. Au niveau des prairies permanentes, on a aussi des baisses significatives en région limoneuse, Haute-Ardenne, Ardennes et région jurassique. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces données et les cartes que je vous ai montées précédemment, les cartes de carbone et les principaux types de sol, sur le géoportail et dans l'état de l'environnement wallon, où vous avez toutes ces données. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation en Wallonie qui n'est pas excellente, et il est vraiment important et fondamental de se concentrer sur la qualité du sol, de manière à, si possible, la maintenir et l'améliorer. Ce serait encore mieux. Voilà. Là, on va s'intéresser plutôt à la stabilité structurale. Comme je vous disais, quand on est en dessous de moins de 2% de carbone, on a de fortes chances d'être en instabilité structurale, ce qui n'est vraiment pas terrible pour le potentiel agronomique et pour des questions de protection des sols. Alors, la stabilité structurale, c'est quoi? C'est propriété physique du sol. Elle est définie grossièrement dans les littératures comme l'aptitude des agrégats à résister à l'action dégradante des pluies. On va voir qu'il y a quand même pas mal d'autres fonctions de cette stabilité structurelle. Cette stabilité structurelle, elle dépend notamment de la teneur en matière organique, donc indifféremment de la teneur en carbone organique totale de votre sol, et des teneurs en argile. On va avoir, je vais vous montrer ensuite là un petit peu ce qu'il en est des teneurs en argile au niveau des sols wallons. Ça dépend aussi de la composition ionique, CA2+, mais là on va pas s'y intéresser, on va vraiment faire le focus sur ce qui est matière organique et teneur en argile pour la suite. Donc je vous parlais des autres fonctions associées à la stabilité structurelle. Donc c'est pas, il n'y a pas que la résistance à l'érosion qui est améliorée par une bonne stabilité structurelle. Il y a aussi l'aération du sol, les flux et rétention d'eau, donc réserves utiles, etc. L'activité biologique et évidemment le management des nutriments au sein du complexe organo-minéral. Donc la stabilité structurelle a son importance dans la fertilité et la productivité agricole. Donc cette stabilité structurale, comment on va pouvoir la mesurer? Alors je vous montre d'abord un exemple de mesure en laboratoire qui s'intéresse à la taille moyenne des, alors j'ai mis agrégats, mais c'est plutôt des micro-agrégats. Donc il y a un protocole spécifique où on va d'abord tamiser le sol, puis le tremper, et ensuite par séchage, etc. Je ne rentre pas dans les détails. On va mesurer la taille de ces micro-agrégats. Il y a énormément de littérature sur ces méthodes qui ont été validées à travers différents types de sols, différents climats, etc. Et à chaque fois, on retrouve cette relation entre la stabilité structurelle et la taille moyenne des microagrégats. On sait qu'en dessous de 0,4 mm, c'est très instable. Entre 0,4 et 0,8, c'est instable. Et qu'au-dessus de 0,8, on a une bonne stabilité structurelle. Ici, vous avez en bas la teneur en carbone et ici le diamètre moyen des agrégats. Et donc là, ce sont des résultats faits par notre collègue Pouchy sur des sols en région limoneuse et sablo-limoneuse. Donc on est sur des sols avec un taux d'argile entre, je dirais, 7 et 14% maximum. Et comme vous pouvez le voir, on a une relation directe entre le taux de carbone et la taille moyenne des agrégats. Et on retrouve ici, donc à la limite entre l'instable et le stable,
cette limite de 2% de carbone organique total dans votre sol. Okay, donc là, on est cohérent par rapport à ce qu'on observe, ce qui est observé dans d'autres régions, etc. Et ce qu'on observe en Wallonie. À partir de ces données, notre collègue a développé ce qu'on appelle une fonction de pédotransfert qui va nous permettre d'estimer cette taille moyenne des agrégats, donc notée MWD ici, à partir du carbone organique total du sol, de la mesure de ce carbone et du pH du sol. C'est une fonction dont on va discuter un petit peu plus tard. Alors, un autre moyen que vous connaissez beaucoup mieux, je pense, c'est un autre moyen de mesurer la stabilité structurale, c'est la mesure de terrain du test Bech. Donc, c'est un test visuel d'appréciation de la stabilité structurale. Donc là, on est plus au niveau de la motte, etc. Avec une échelle de notation allant de 1 à 5, avec 1 étant très bonne stabilité et 5, instabilité. Là, je vous montre des résultats de collègues suisses qui sont vraiment très avancés dans la recherche sur la stabilité structurale, les propriétés physiques des sols, etc. Et qui, ici, ont travaillé sur des sols, différents types de sols, avec des taux d'argile qui vont aller, je crois, si je ne me trompe pas, de 5% à 40% d'argile. Ce qu'ils ont pu observer, c'est que les valeurs de carbone organique total correspondantes aux différents niveaux de qualité des agrégats, donc par rapport à cette échelle de Vess, mais aussi ils ont regardé par rapport au test précédent. Donc les valeurs de carbone organique correspondantes aux différents niveaux de qualité des agrégats varient en fonction du type de sol. Donc pour pouvoir un peu comparer les sols entre eux et que tout le monde soit à la même enseigne et ne pas favoriser différents types de sols par rapport à d'autres en se focalisant que sur la teneur en carbone, on va normaliser cette teneur en carbone par la teneur en argile. Voilà. Donc parlons des argiles. Ici, vous avez en haut à gauche la carte des teneurs en argile dans l'horizon de surface pour les sols wallons. Donc on voit quand même qu'on a une belle gamme de teneurs en argile, hein, dépendamment des types de sols, de leur formation, etc. On a une belle gamme sur toute la Wallonie, avec des sols allant 5% de teneur en argile jusqu'à, dans certaines zones, du 40-45%. Donc on ne va pas pouvoir traiter ces sols de la même manière avec les mêmes valeurs d'indicateurs, etc. On a analysé cette carte, l'évolution, enfin, comment les valeurs se répartissent dans l'espace, etc. Analyse statistique, et on a pu mettre en avant qu'il y aurait 3 classes de sol, 3 grandes classes de sol suivant leur teneur en argile. On va avoir des sols plutôt légers qui ont une teneur en argile inférieure à 12%, des sols plutôt moyens avec une teneur entre 12 et 19-20%, et puis des sols plus lourds quand on est au-delà de 50%. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais d'une fonction qui permettait d'obtenir une indication de la stabilité structurelle selon la teneur en carbone et le pH, fait par notre collègue Pou, sachant que notre collègue il a plutôt travaillé donc, dans des sols qui sont plutôt légers et moyens. Donc, à nous, par la suite, de pouvoir retravailler un peu cette fonction et puis l'adapter avec une gamme de sols un peu plus importante, notamment dans des sols lourds et légers. Donc voilà, ici, vous avez en bas MWD, donc c'est la taille moyenne des microagrégats, calculée avec la fonction de notre collègue Pouchy, là, la fonction dont je vous parlais à l'instant. Vous avez ici, en ordonnée, le rapport carbone organique sur argile, et puis les différentes classes de sols. Donc vous avez les sols lourds en bleu foncé, moyens en rose, et puis les légers en violet clair. Donc on peut voir vraiment 3 distinctions de famille
de points. Alors, tout ceci a été calculé à partir de la base de données, l'extraction de la base de données Requasud, et ce sont des données de terrain, en tout cas pour le carbone, données de la carte pour les argiles, et là, donc, la fonction développée par notre collègue à partir de données de terrain. Ce qu'on peut voir, alors ici, je vous ai mis en noir, je vous ai rajouté les données de notre collègue Pouchy, à partir desquelles il a développé cette fonction pour évaluer la stabilité structurale. Et comme vous pouvez le constater, on est plutôt dans des sols qui sont majoritairement légers et quelques sols moyens. Donc, il serait intéressant pour nous par la suite de pouvoir compléter ce jeu de données en travaillant sur des sols moyens et lourds, de manière à améliorer notre évaluation de la stabilité structurelle des sols et pouvoir affiner les différents seuils de carbone sur argile qu'on pourrait attribuer aux différents types de sols pour évaluer leur qualité. Voilà, donc là je vous ai remis le nuage de points. Et donc en bas, en tout cas ces deux lignes, là je vous ai remis les deux limites de taille des microagrégats, dont on a parlé déjà plus tôt, de 0,4 mm. En dessous, c'est vraiment instable. Entre 0,4 et 0,8, il y a une instabilité, mais on est en transition. Et au-dessus de 0,8, on est sur une stabilité avérée. On a regardé un peu les travaux de nos collègues suisses qui sont très avancés par rapport à ça et est accepté dans la littérature, mais aussi en Angleterre et dans plein d'autres régions de type avec des sols sous climat tempéré en Europe. Une limite de transition qui est aussi en lien avec ce qu'on peut observer au test VES. Voilà. À partir de là, on a pu, par famille de types de sols, donc les sols légers, moyens et lourds, on va déterminer des limites par rapport à ce rapport carbone sur argile qui vont nous permettre de savoir si le sol est plutôt dans un état défavorable au niveau structural, en transition, ou si on commence à être sur la bonne voie de la stabilité. Voilà. Donc, on a développé ce tableau. Suivant le type de sol que vous allez avoir dans votre parcelle, vous allez pouvoir savoir où est-ce que vous vous situez au niveau stabilité structurale et voir vers où vous pouvez aller pour améliorer un petit peu le statut organique de votre sol et puis augmenter cette stabilité structurelle et donc la fertilité du sol, etc. Je vous mets un petit exemple. Pour finir, j'ai participé au projet Carbiosol il y a quelques années. On avait fait des tests de mesure de carbone, de pH et différents indicateurs biologiques sur différentes parcelles et qu'on avait pairé. Donc, on avait sur un même type de sol avec des teneurs, même type de sol, teneur en argile équivalente, on avait pris une parcelle en agriculture conventionnelle et puis à côté une parcelle en conversion bio, par exemple, ou en agriculture de conservation. J'ai gardé les paires de sites dans des gammes d'argile sur lesquelles notre fonction d'évaluation de la stabilité structurale a été mise en place. Donc, on est entre 7 et 13% d'argile. Donc, on est plutôt sur des sols légers. Okay, on a quand même un site en léger moyen. Donc, pas étonnant au vu du bilan qu'on a fait déjà par rapport au carbone, etc. On n'a pas forcément de super bons résultats. Et, on est plutôt dans les régions limoneuses, là, sablo-limoneuses. On va être plutôt dans des états plutôt défavorables au niveau de la stabilité structurale. À part ici, là, sur ce site, je ne sais plus où il est placé exactement, où la parcelle en conventionnel est en transition, alors que la parcelle appairée en conservation
est déjà dans une stabilité favorable. Mais ce qu'on observe, c'est que avec des TCS et des pratiques de conservation, on va pouvoir avoir une nette amélioration du statut organique et de la stabilité structurale. Alors là, on est sur des parcelles qui sont en conservation depuis quelques années. Là, conversion bio, donc c'est 3 ans. Donc avec le temps, ça va tirer vers le haut, quoi. Donc à chaque point, là, vous avez une moyenne de 4 points dans une parcelle. On a quand même pas mal de données. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec ça. Je vous remercie. Et je vais laisser la parole. Enfin, je vais vous laisser poser des questions ou laisser la parole. Merci Caroline. Je laisse. Est-ce que tu veux que je laisse le slide? Tu peux enlever le partage d'écran, comme ça on te voit mieux aussi. Mais on pourra revenir dessus s'il y a une question propre à une dia particulière. Avant de passer une question, il y a une remarque de quelqu'un qui faisait l'observation qu'il peut y avoir un fort impact des cultures, de la rotation, notamment là, en termes de fréquence de plantes sarclées par rapport à des rotations avec moins de plantes sarclées. Voilà, c'est une petite remarque qui a été formulée. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ce niveau-là, si c'est quelque chose que tu as observé. Là, sur le dernier slide où les parcelles sont pairées, on a fait attention à ce que les rotations, en tout cas les 3 dernières années avant qu'on fasse les analyses, ce soit la même chose. On est sur un même enchaînement. Après, on a vu des différences. Oui, on a vu quelques différences. J'ai pas en tête. C'est quelque chose à creuser. En tout cas, merci de la remarque. Simon, dans l'intervenant suivant, va creuser un peu plus l'impact des Ouais, pratiques et des systèmes dans l'ensemble. Alors, une question qui était posée, c'est quand tu montrais les tendances de taux de carbone en Wallonie, et notamment en termes de prairies, quelles sont les raisons qui expliquent que les prairies ne stockent plus de carbone en moyenne comparativement aux décennies précédentes? Est-ce qu'il y a des paramètres en termes de mode de conduite, de climat ou d'autres paramètres? Alors, à l'heure actuelle, vu les réflexions et vu ce qu'on a observé en Wallonie, mais qu'on a pu observer aussi sur des travaux faits dans le Grand-Duché de Luxembourg, on serait plutôt sur un aspect climatique. Ces dernières années, on a eu beaucoup plus de sécheresse, des étés beaucoup plus chauds. Et donc, dans les prairies qui sont plus sur les reliefs, etc., malheureusement, ces augmentations de température, ça va relâcher du carbone dans l'atmosphère. On n'a pas forcément observé que ce soit des effets de conduite, parce que c'est quelque chose qui est vraiment bien ciblé au niveau régional, que ce soit en Wallonie ou dans le Grand-Duché, dans le nord du Grand-Duché de Luxembourg. Caroline, si je peux me permettre. Je t'en prie. Tu as tout à fait raison pour les tendances. Il ne faut aussi pas oublier que les tendances qu'on avait publiées précédemment, c'était sur une très longue période. Donc, c'était sur la période 1960-2005. Et donc, et les tendances que toi, tu as calculées, c'est plus de 2014-2019, non? Oui, Pour oui. les prairies. Donc, sans doute, c'est peut-être aussi cette période, la période après la guerre, 1960, que les prairies ont plus stocké et que cet effet est maintenant est perdu. Donc, c'est difficile de tirer vraiment des conclusions déjà. Probablement aussi un effet de seuil. Tout à fait possible qu'il y ait un effet de seuil après une conversion qui a eu lieu, comme vous l'avez dit, il y a une 50aine d'années et qu'on arrive à une stabilisation. C'est pas impossible.
Oui, on a travaillé sur les fractions de carbone, donc carbone stable, carbone labile. Et dans les prairies permanentes, dans les régions dont on parle, on a souvent déjà saturé le potentiel de stabilisation de carbone. Et du coup, il y a beaucoup de labiles qui va se rajouter par-dessus. Et qui dit labile, dès qu'on va avoir des changements de pratique ou des augmentations de température, etc., ça va partir plus facilement dans l'atmosphère. On a encore du temps pour une ou deux questions. Si vous êtes allergique au chat, vous pouvez allumer votre micro et la poser directement. On ne sera pas fâché. D'accord. Si plus de questions, merci Caroline. Ça veut dire que c'était clair? Ça veut dire que c'était clair. Peut-être. Bon, merci à vous en tout cas. Oui, à tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Simon Dirix de l'ESBL Greenotech qui fera des retours d'expérience de campagne de collecte de terrain sur cette thématique qui viennent d'être abordées par Caroline. Et tu peux allumer ton micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Merci Caroline et merci Laurent pour Simon, colle bien ton micro parce que l'introduction. on t'entend de loin. Là, vous m'entendez quand je parle? Je pense que ça ira. Ok. Donc voilà, donc oui, après l'intro là, plus générale de Caroline, je vais vous parler un peu de l'enseignement qu'on a tiré de deux grosses études. On est là en Wallonie sur la stabilité structurelle du sol, la teneur en carbone et aussi des tests d'infiltration des sols. Donc, en gros, on a beaucoup de données empiriques, on observe beaucoup de choses, surtout en agriculture de conservation des sols, on observe que les sols vont mieux, on dit voilà, que c'est plus portant, mais on manque quand même cruellement de données chiffrées. On a voulu avoir des données chiffrées. Est-ce que les sols ont une meilleure capacité d'infiltration quand on limite le travail du sol, quand on augmente les teneur en matière organique? Donc, Bon, tu peux débrancher ton micro parce qu'on t'entend pas bien. voilà, vous m'entendez là? Oui, c'est bien. Merci. Ok, voilà, il y a les collègues qui m'entendent aussi. Donc, je dis donc, on a mené donc deux années de campagne de prélèvement. La première, c'était en 2021 sur 20 parcelles, donc c'était en collaboration avec le CRA, des parcelles qui étaient soit en agriculture bio, en conventionnel ou en agriculture de conservation, réparties à peu près dans toute la zone de culture wallonne, donc de Tournai à Liège. Et là, en fait, on a fait trois moments de prélèvement, en août, en novembre et en mars, dans des parcelles précédant blé, et alors c'était suivi par une culture de printemps. Et la deuxième campagne de prélèvement, c'était cette année, 28 parcelles, là uniquement dans des parcelles, on n'était pas en bio parce que c'était une campagne uniquement sur des betteraves sucrières, en collaboration avec la raffinerie Tir-le-Montoise. Et là, on a fait une grosse campagne avec beaucoup plus de mesures, mais une seule date de prélèvement en mai. Voilà. Et donc, l'idée, là, c'est d'avoir, en fait, d'essayer de caractériser les parcelles et relier les pratiques avec les impacts sur la stabilité du sol. Les indicateurs qu'on a mesurés, le plus simple, en tout cas le plus commun, c'est des analyses de sol classiques, texture, avec voilà, la répartition des sables, argile, limon, le pH, et alors le carbone organique qu'on a mesuré sur un horizon 0,10 cm et également 0,30 pour pouvoir en fait voir la teneur totale sur l'horizon, on va dire, de culture, mais également voir où est situé ce carbone dans l'horizon, s'il est plutôt en profondeur ou si justement il est en surface, ce qui aura un impact, je vous le montrerai par la suite. Donc analyse de sol. La deuxième, donc Caroline a déjà parlé, c'est le test Bech, qu'on appelle le test VES, qui est donc une observation visuelle de l'état structural des parcelles, avec une cotation de 1 à 5. 1, ce sera la motte sur votre gauche, où on a vraiment un sol qui est très bien structuré, avec beaucoup de porosité, beaucoup d'activité microbienne, des racines, des galeries de vers de terre. On voit que les chaumes de céréales ou les résidus de culture sont tout blancs, attaqués par des champignons. Et puis, donc ça c'est le 1, et alors jusque 5, donc là au milieu vous avez une parcelle où on voit il y a une zone de compaction au centre,
Et alors, donc ça, c'est une note, on va dire, moyenne. Et alors, à droite, c'est des parcelles qui sont beaucoup plus compactes, avec des descentes de limon, avec très peu de racines, avec une semelle de labour. Et donc là, ça permet déjà d'avoir une belle indication facilement de l'état structural des parcelles. Voilà, donc analyse de sol, structure du sol. Et puis, on a fait une grosse campagne, là, avec un stagiaire, la capacité d'infiltration. Ça venait ça un peu de la réflexion de l'année passée avec les grosses inondations, où il y a eu quand même beaucoup de déclarations qui ont dit que les sols agricoles ne permettaient plus d'absorber la pluie. Voilà, donc c'était entre autres à cause des pratiques agricoles qu'il y avait beaucoup de ruissellement et d'inondations. Et donc on s'est dit, bah, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que les sols arrivent quand même à absorber l'eau? Et donc là, bah, c'est un test où en fait on va mesurer la capacité d'infiltration du sol pour avoir une donnée en millimètres par heure. C'est tout un protocole, on pourra en reparler, mais donc je fais vite, mais donc voilà, c'est un protocole normalisé qui permet de mesurer la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol. La quatrième analyse qu'on a testée, alors je ne sais pas si ça va aller, mais c'est donc un test de stabilité structurale, qui est en fait un dérivé du select test. Je vais lancer la vidéo, mais je ne sais pas si en ligne ça va peut-être que ça va laguer. Donc en fait, on met une petite motte de sol dans de l'eau, et alors on va observer son comportement, donc sa dégradation en fonction du temps, et on va en sortir des graphiques qui vont nous montrer si le sol est plutôt stable, donc là c'est la mode de droite, ou si le sol est plutôt instable. Ça, c'est la mode de gauche qui vont donner des graphiques assez différents. Et donc, vous voyez là la courbe bleue, qui en fait le sol, c'est la masse donc en fonction du temps. Et on voit que la masse, la mode perd en masse parce qu'elle se dégrade dans l'eau, alors qu'à droite, c'est la courbe orange, le sol reste assez stable. Et donc, ça nous donne des graphiques comme ici, avec des sols, là, par exemple, en rouge, qui sont assez stables, même très stables, et puis des sols en bleu, qui en fait se dégradent très fort, et donc sont des sols qui sont très peu portants et sensibles à l'érosion. Voilà. Et alors, on a un indicateur qui nous permet de caractériser vraiment alors la stabilité structurelle. Là, j'avance. Et alors, le dernier point, en plus, qui est intéressant, c'est en fait l'intensité de travail du sol. Donc, c'est un indicateur qui s'appelle le STIR, qui va donner une cote en fait, à l'intensité de travail du sol qu'on a effectué sur une parcelle pour implanter une culture. Et donc, on voit, là, par exemple, on a classé des parcelles en 3 catégories, celles qui ont été implantées en semi-direct, en TCS ou en labour. Et vous voyez à chaque fois la cotation moyenne qui est liée. On a des stirs autour de 50, de 100, donc en semi-direct, de 2 fois plus de travail du sol quand on est en TCS par rapport au semi-direct. Et alors, dans les labours, on n'est pas loin de 200, donc encore 2 fois plus. Par contre, on se rend compte, et c'est ça, c'est que dans cette classe de TCS, donc en non-labour, on a une somme de pratiques très 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 variable, avec des agriculteurs qui travaillent très légèrement leur sol et d'autres qui vont décompacter chaque année. On est dans la classe TCS, mais en fait avec des pratiques qui sont totalement différentes. Et donc là, c'est un peu... Là, on a une quinzaine d'agriculteurs où ils sont tous classés dans la catégorie TCS, mais il y en a qui se rapprochent et qui sont même supérieurs à des intensités de travail du sol de parcelles en labour, et des qui sont, voire parfois limite en semi-direct. Donc voilà, ça c'est pour nous, pour un peu faire des classements. On a en fait fait 2 classes, TCS léger, TCS lourd. TCS lourd, c'est quand il y a plus de 4 passages ou qu'il y a un travail du sol à plus de 15 cm. Voilà, ça nous permet un peu de mieux caractériser, même si, ben, vous voyez, en fait, dans l'idéal, et vous le verrez, le moins de travail du sol au niveau de la stabilité structurale, le mieux. Voilà, j'avance. Et donc, concrètement, donc voilà, on a fait plein de mesures. Et quel résultat est-ce qu'on a obtenu? Un des résultats très parlants, alors là, c'est un peu, ça fait un peu peur ce graphique, mais donc chaque ligne est égale à une mode de sol qu'on a analysée. Donc, on a fait une analyse de stabilité structurale. Donc, vous voyez qu'on en a fait quelques centaines, en fait. Et alors, les couleurs correspondent: en rouge, on a les parcelles qui étaient en agriculture bio, en vert, celles qui sont en agriculture de conservation, et en bleu, celles qui sont en conventionnelle. Et en fait, vous voyez que, et là, vous avez la ligne la plus en gras, c'est en fait les moyennes. Et donc, vous voyez que, en fait, il n'y a pas vraiment de tendance. On voit qu'il y en a qui sont très mauvais. En bio, il y en a qui sont très mauvais, mais en conservation, il y en a qui sont très mauvais également. Et puis en bio, en conservation, il y en a qui sont très très bons aussi. Et on a un peu de tout partout. Et les moyennes, en fait, sont plus ou moins identiques. Et donc, clairement, il n'y a pas d'effet
dans chaque système, en bio, en conservation, en conventionnel, il y a entre guillemets des bons élèves et des mauvais élèves. Donc, c'est pas parce qu'on est en bio, en conservation des sols, qu'on sera nécessairement meilleur ou moins bon. Il faut aller voir à l'échelle de la pratique, voilà, à l'échelle de la rotation, voir concrètement qu'est-ce qui est favorable ou non à la stabilité structurale. Et donc, je rappelle que l'idéal, c'est d'avoir une courbe le plus droit possible, donc ça veut dire des modes qui sont très stables. Et donc voilà, par exemple, là, je vais vous montrer un petit schéma avec deux parcelles différentes. C'est des exemples très contrastés, hein, il y a un peu de tout. Donc, on a une parcelle qui est en ACS depuis plus de 15 ans, et en bas, une parcelle qui est en bio, on va dire intensif. C'est une céréale qui revient tous les 4-5 ans, avec beaucoup de légumes, beaucoup de travail de sol, et pas lié à l'élevage. On fait des premières campagnes après la moisson. Donc ça, c'est juste après la moisson, on vient prélever des mottes de sol et des mottes, et on les observe, et on voit que là, l'historique de la parcelle influence déjà très fortement la stabilité à la moisson. Et donc, quand on a un historique avec très peu de travail du sol, on a des mottes qui sont un sol qui est très stable, alors qu'à la moisson, là, dans le bio-intensif, même si on a une céréale qui était en place pendant 8-10 mois, eh ben, le sol est quand même pas très stable, quoi, parce que l'historique n'est pas génial. Pendant la saison, donc après la moisson, on va semer un couvert. Celui-ci va permettre de maintenir et ou d'améliorer la stabilité. On voit donc là, en conservation des sols, le sol est toujours très stable. En bio, c'est des moyennes, hein. On faisait 8 prélèvements par parcelle. Donc là, c'est une seule parcelle avec les 8 modes différentes. Et vous voyez que le couvert a permis d'améliorer quand même la stabilité structurale du sol. Donc, semer un couvert est une bonne méthode pour améliorer la structure du sol, en plus de tous les autres avantages que ça peut amener. Petite photo juste pour montrer un peu c'est quoi une parcelle qui n'est pas stable. Ça, c'est donc la parcelle là où, dans ce couvert-là, l'agriculteur a dû aller essayer des pentes du fumier. Vous voyez ce que ça fait. Ça, c'est l'exemple. Une parcelle, c'est en gros la preuve en réel que ce qu'on voit là dans les modes qui sont, c'est pas stable. En fait, le sol n'est pas portant, quoi. Donc, les parcelles qui sont inabordables. Et puis, on fait un troisième prélèvement. Donc, le deuxième, c'est en août, en novembre, et le troisième arrive ici en mars, où, au moment où on a détruit le couvert, au-dessus, on l'a détruit avec un passage des chômeurs à disque. Donc, on a légèrement travaillé le sol. Et vous voyez, donc, le travail du sol a quand même diminué la stabilité structurale. Mais quand même, on est quand même toujours très, très bon. Et à l'inverse, ici, dans le sol du bas, ben, là, c'était un labour. Donc, le sol est totalement nu. Et vous voyez un peu ce que ça peut donner, des courbes qui sont des sols qui n'ont plus aucune stabilité, quoi. Voilà. Et donc, un peu les différences. En gros, ben, en fait, le test, là, le select test, permet de donner vraiment une valeur à ce qu'on observe sur les parcelles, entre un labour qui peut potentiellement, si le sol est vraiment instable, être tout glacé, ou des sols qui sont encore couverts ou mulchés. Ben voilà, c'est un peu de la logique, mais là, ça permet vraiment d'être, on donne vraiment une valeur à la stabilité du sol. Et petit exemple, là, c'est juste pour montrer deux parcelles avec deux conduites différentes en conservation des sols, ici en avant-plan, et en labour en second plan. On a une source en fait en plein milieu de la parcelle avec de l'eau qui ruisselle, et donc c'est des parcelles qui sont implantées en blé. On voit l'arrêt de labour avec la limite entre les deux terres, et vous voyez que ici l'eau ne s'infiltre pas, mais au moins elle n'arrache pas le sol, alors que dans la parcelle en labour, ben, en fait, on a de l'érosion jusqu'à la semelle de labour. Voilà, donc c'est vraiment le travail du sol qui a un impact très négatif sur la stabilité structurelle. Donc, ça c'est ce qu'on voit ici. Donc, le STIR, là, je vous ai parlé, c'est l'intensité de travail du sol, et l'AUC, c'est un indicateur qui permet donc ce qui permet de mesurer la stabilité du sol. C'est un indicateur interne, et on voit que donc, la stabilité va diminuer, décroître avec chaque point est égal à une parcelle. Et en moyenne, la tendance, plus on travaille le sol, et plus on va diminuer la stabilité structurelle. Et à l'inverse, ou en tout cas c'est complémentaire, plus on va avoir un couvert qui est longtemps, une durée de végétation du couvert qui est longue, donc là on est jusqu'à 200 jours, donc ça veut dire qu'on est à pas loin de 7 mois de végétation, et ben, plus on va stabiliser ce sol. Voilà. Et donc ben, le complément entre les deux, c'est des parcelles qui sont ici sont très basses. En fait, un avis, c'est des labours d'hiver avec des couverts qui ne sont restés que 2-3 mois en place et un travail du sol intensif. Et à l'inverse, ben, quand on a des labours de printemps ou des cultures de printemps qui sont implantées en TCS,
on est très bon dans la stabilité du sol et dans la résistance à l'érosion. Ce travail du sol, et c'est surtout, je vais vous le montrer, en fait, le fait de labourer qui va en fait enfouir la matière organique, et c'est cette matière organique qui, elle, en fait, elle la colle, qui est vraiment une colle dans le sol, et donc l'enfouissement de la matière organique va limiter la stabilité structurelle des sols. Voilà, j'avance. Autre graphique où là je reprends l'indicateur que Caroline vient de présenter, carbone sur argile, ici sur 0,30 cm, et donc c'est en pourcents. Vous vous souvenez qu'il faut être idéalement entre 6 et 10, en fonction de la teneur, la texture du sol, si on est sol léger ou lourd. Et là j'ai remis des classes de couleurs. Les sols en rouge, qui sont des sols en fait instables, et ici on a quelques sols qui sont dans la zone de transition. Donc vous voyez que là on a une petite trentaine d'analyses, et en fait on n'en a que 3 sur les 30 qui sont, donc même on est à 10%, même un peu plus de 10%, c'est à 28, où on a des sols qui sont passables, on va dire, et les autres sont en fait dans des stabilités qui sont très moyennes. Ça c'est sur 0,30, mais quand je vous montre, on fait une petite analyse sur 0,10, là on voit que c'est quand même beaucoup plus enfin, il y a un lien vraiment plus fort, où on voit que les parcelles sont en général un peu mieux. On monte en moyenne. Avant, là on avait très peu qui dépassaient les 7%. Ici on en a quelques-unes en plus. En fait, ça, ce sont des parcelles où on est en semi-direct ou en TCS léger, avec très peu d'enfouissement de la matière organique. Et là, on a des parcelles qui sont quand même beaucoup plus stables. Et donc, quand je vous parlais là, l'impact des pratiques sur les capacités d'infiltration ou alors sur le travail du sol, j'aurais dû faire l'inverse, mais bon, voilà. Donc, je représenterai après. À gauche, vous avez les 4 classes de travail on a les catégories de travail du sol, et vous avez les bâtonnets bleus, c'est en fait la capacité d'infiltration. C'est ici, à gauche, c'est en millimètres par heure. Donc, on a des parcelles en labour, où en fait on a des sols qui sont à peu près qui arrivent à absorber 50 mm par heure, ce qui est déjà quand même pas mal, mais sur des orages, on arrive à des pluviométries plus importantes, donc c'est des parcelles qui vont en fait pas arriver à absorber ça. En TCS lourd, on est un peu mieux, en TCS léger, on n'arrive pas loin des 200, et donc là on voit que c'est des parcelles qui ont une capacité d'infiltration vraiment plus importante. Et puis quand on voit la catégorie semi-direct, là en fait on est super bas, ce qui est quand même bizarre par rapport au TCS léger. Normalement, moins on travaille le sol et plus on va conserver sa capacité d'infiltration. Donc on a voulu comprendre pourquoi, et surtout parce que là, le point orange, c'est la durée d'implantation du couvert. Et tantôt, on vous montrait que plus on avait un couvert qui restait longtemps en place, et plus on avait des sols qui étaient portants et qui étaient en fait bien structurés. Donc là, on se dit, bon, ben là, c'est normal, la durée du couvert augmente, la capacité d'infiltration augmente, et puis là, on a un couvert qui est là longtemps, mais capacité d'infiltration qui est très faible. Donc on a voulu creuser, et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on est en semi-direct qu'on a nécessairement une bonne structure. Malheureusement, ça c'est donc des analyses de cette année, l'été et l'automne 2021 ont été assez pluvieux, des moissons qui ne sont pas très bien passées, des arrachages à l'automne qui ne sont pas très bien passés, avec de la compaction. Et donc si on a des sols qui sont en mauvais état structural et qu'on n'a pas de travail du sol, en fait ça n'ira pas. À partir du moment où on a une mauvaise structure, il faut restructurer avec un travail du sol bien positionné. Les plantes de couverture, les cultures vont faire un petit boulot, mais ce ne sera pas comparable à un décompactage ou même un labour. Voilà, mais donc en fait, on voit qu'en semi-direct, c'est pas tout de ne pas travailler le sol, ce qu'il faut, c'est observer son sol. Et donc là, on aurait mieux fait de faire un léger travail du sol pour restructurer légèrement, plutôt que de s'obstiner, entre guillemets, à ne pas toucher le sol du tout. J'espère que c'est clair. Et alors, j'avance aussi. Et donc, autre graphique là, avec pas mal de données. Quel impact en fait des pratiques culturales sur la stabilité du sol? Et donc là, je vous disais l'importance de l'horizon dans lequel est cette matière organique. En général, on fait des analyses sur 0,30, mais sur 0,30, en fait, on dilue. Par exemple,
en semi-direct, on va concentrer, quand on travaille très peu le sol, dans les prairies même par exemple, en fait, on va concentrer très fort la matière organique en surface, et donc en profondeur, il y aura nécessairement un petit peu moins. Par contre, dès qu'on va mélanger fort le sol avec des décompactages, du sous-solage ou du labour, en fait, on va homogénéiser la teneur en matière organique sur tout l'horizon des 0,30, et donc on aura une teneur moyenne très bonne, mais on aura moins de matière organique en surface, alors que c'est elle qui a vraiment un impact sur la stabilité structurelle, sur l'activité biologique, sur la portance. Et donc, ce que montre ce graphique, c'est que le carbone sur argile, alors, ça c'est quand même, mais alors c'est lié à d'autres pratiques. En moyenne, dans des parcelles qui sont en semi-direct ou en TCS léger, on a des teneurs en matière organique supérieures aux parcelles en TCS lourd ou labour. Mais c'est pas spécialement lié au travail du sol en soi, c'est à mon avis plutôt lié au fait que les agriculteurs qui sont en TCS léger ont des rotations moins intensives, ont des apports de matière organique peut-être plus importants, broient leur paille et des choses comme ça, alors que quand on est dans un système avec du travail plus intensif, on est peut-être plutôt dans des rotations avec beaucoup plus de légumes, des pommes de terre et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas le travail du sol qui va permettre de stocker de la matière organique, mais c'est un reflet de toutes les autres pratiques qui sont dans la rotation. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que le labour, la teneur en matière organique sur 0,30 ou sur 0,10, elle est presque identique. Parce qu'en fait, vu qu'on mélange tout le temps, il n'y a pas de différenciation. À l'inverse, quand on ne mélange plus, vous voyez que la teneur, donc là c'est sur la courbe ici à droite, la teneur en semi-direct et en TCS léger, à profondeur, elle est plus faible, et alors qu'en surface, elle est plus élevée. Et voilà. Et alors, on voit aussi là la stabilité structurelle en fonction des pratiques. Qu'on soit en semi-direct, en TCS léger, on a des stabilités structurelles qui sont assez importantes. En TCS lourd, elles sont légèrement plus faibles. En labour, on est vraiment beaucoup moins stable. Et c'est lié au fait qu'on a en fait des teneurs qui sont plus faibles, mais pas que. On a aussi peut-être des enfouissements de résidus. Vous voyez, à teneur identique, on a quand même des stabilités qui sont différentes. Donc la teneur en matière organique n'explique pas tout. Il y a peut-être en fait des racines qui sont encore en place. Il y a d'autres phénomènes qui se passent. Et donc on continue à creuser. Voilà. La différence. Et donc, en conclusion, c'est un peu tout le temps la même chose. Pour augmenter la capacité d'infiltration de ces sols, la teneur en matière organique, la stabilité structurelle, il faut couvrir ces sols, essayer de jamais avoir de sol nu. Limiter au maximum les compactions et le nombre de passages. Voilà, donc ça c'est facile à dire, mais limiter les légumes racides, les machines lourdes, on s'en rend compte, donc ça c'est clairement dans des rotations avec plus de légumes, plus de pommes de terre, les parcelles s'en portent quand même pas si bien. Limiter au maximum le travail profond et surtout le mélange des horizons. Voilà, la matière organique, elle doit rester en surface, c'est là qu'elle joue le plus son rôle au maximum. Restituer au maximum la matière organique, et donc ça c'est le gros avantage des cultures qui sont liées à l'élevage, et qu'on va avoir vraiment des bons échanges de matière organique. Et alors pour valoriser ces efforts, s'engager dans la MEC Sol, qui va permettre vraiment de donner un petit coup de pouce financier à l'amélioration des pratiques. Voilà, c'est tout pour Merci moi. Simon. J'espère que c'était clair. On peut prendre une ou deux questions. Il y a On peut-être a des un peu questions. dépassé le temps, mais donc si vous n'avez pas eu de questions par écrit, est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour C'était poser une assez rapide, question? j'espère que c'était... Mais tout ça pourra être revu à tête reposée. Ouais. chacun C'est aussi. enregistré, donc vous pourrez aller revoir si c'est pas... Une question ou l'autre? Mais ici, moi, j'en avais eu peut-être une. Oui, Donc, est-ce qu'avoir un labour stable, c'est possible? Donc, après le passage de la charrue, et qu'on fait le test des agrégations là, de la mode, est-ce qu'on a déjà remarqué que c'est possible d'avoir, par exemple, après un labour de prairie ou autre, est-ce qu'il y a une différence entre un labour de prairie et évidemment un labour après légumes, quoi? Et donc, voir jusqu'où est-ce qu'on peut utiliser la charrue si on veut l'utiliser. Donc, ce qui est la sous-question, comme on est un petit peu en opposition en bio, puisqu'on est obligé d'utiliser le travail du sol pour le désherbage. Et donc ça, on peut malheureusement pas s'en passer. Et donc, voir quelles sont les possibilités qu'on a dans ce cas-là. Alors oui, très bonne remarque. Donc, dans l'absolu,
moins il y a de labour, mieux c'est. Mais clairement, si tu as une rotation, si tu as de base une teneur en matière organique assez bonne dans ton sol, le labour va avoir beaucoup moins d'impact négatif que si tu es dans un sol qui est déjà très peu stable. Et on a même observé dans une parcelle où donc c'était une rotation avec une prairie temporaire, 3 céréales, et puis on repart sur une prairie temporaire, donc des rotations quand même assez extensives. Et après le labour, donc prairie temporaire, labour pour la détruire, implantation d'un blé, et puis relabour pour implanter là à ce moment-là un seigle, et ben en fait on a remonté un peu de la matière organique qui était enfouie en surface parce qu'on avait eu un labour de prairie l'année d'avant, et on a remonté la stabilité structurelle du sol après 2 ans, quoi. Grâce en fait, à l'enfouissement de la prairie temporaire qui était remontée, et la prairie temporaire qui avait en fait au final amené quand même beaucoup de carbone dans le sol. Donc oui, il y a moyen. Et alors, il y a labour et labour aussi. On peut avoir des labours sur 15 cm, 18 cm. On n'est pas la même chose sur un labour à 25 ou à 30 cm. Voilà, le labour le moins profond, le mieux. Toujours à voir avec le matériel et l'état du sol à ce moment-là. Donc, oui, clairement, il y a moyen. Mais alors, il faudra être d'autant plus vigilant. En fait, ce qu'il faut, c'est quand on laboure, ne pas laisser le sol nu par la suite. C'est on laboure, on sème, et comme ça, on a ses racines. On a quand même une grosse différence aussi entre des sols nus et des sols couverts. Donc, si on laboure, on implante un blé directement, après, il va quand même avoir, via les racines, un effet stabilisateur du sol. Donc là, clairement, voilà, il y a moyen de... Donc, ok. Et alors, une autre pratique qu'on utilise, même chose pour faciliter le travail du sol au printemps, le labour d'hiver. Donc, comme je comprends, c'est le premier sur lequel on devrait travailler, puisque là, la période où il est nu où le sol est nu est plus longue. Ouais. Mais donc là, il est utilisé aussi parce que ça permet aussi de ressuyer plus vite le sol au printemps, et donc de pouvoir accéder plus vite à la terre pour le désherbage. Est-ce qu'il y a déjà des recherches pour pouvoir travailler au printemps, désherber mécaniquement sans labour d'hiver? Alors, clairement, oui, je réponds à la question après. Alors, il n'y a pas de... Ça va dépendre des parcelles, le labour d'hiver. Dans certaines situations, pour implanter de l'orge de printemps ou des choses comme ça va être compliqué de... Il y a moyen en fait d'implanter au printemps en TCS. En bio, c'est un peu plus compliqué parce que s'il y a des repousses de graminées ou autres, ça va être plus compliqué à gérer. Mais oui, alors, avec des outils des scalpers ou des outils à disque, il y a moyen d'arriver à un travail correct, en tout cas avec peu d'adventices, et détruire le couvert sans labour. Et ce couvert, en fait, même laissé plus tard, va permettre, lui, de réessuyer le sol, en fait, avec l'évapotranspiration. Donc cette année, on a montré que les couverts conservés tard, le sol se réessuyait plus vite que des couverts détruits plus tôt. Parce qu'en fait, le couvert redémarrait au printemps et en fait va puiser activement de l'eau dans le sol. Et donc va le... Voilà. Après, ça veut dire qu'il va falloir passer au moins un coup de disque plus un coup de rotatif pour bien tout avoir. Voilà, si il faudrait être plus attentif, il y a moyen, et après peut-être avec une bineuse par la suite pour parfaire le désherbage. Il y a moyen, mais à l'heure actuelle, oui, par exemple pour de l'orge de printemps, c'est compliqué ce métaux, c'est compliqué ou une févrole, ça va être chaud de se passer du non-labour, mais on n'est pas obligé de le faire sur toutes ces parcelles d'un coup. Clairement, on peut attaquer. Pour un maïs, c'est peut-être plus facile, pour un haricot également. Et puis après, on s'attaque aux cultures un peu plus sensibles par la suite. Je me permets de faire le gardien du temps, merci. On va passer à l'intervenante suivante, à Esther. En plus, Simon a fait une belle transition avec sa dernière dia. Il y a encore eu 2 questions par écrit. J'invite Simon à y répondre par écrit, comme ça on peut avancer et ne pas exploser le timing. Merci. À toi, Esther. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler, je travaille au niveau du SPOE, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au niveau de la direction de la protection des sols, et je vais vous partager les slides pour vous parler de cette fameuse MAEC sol. Alors, est-ce que vous voyez déjà le PowerPoint? Je vais essayer de le mettre en diaporama, comme on dit. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Vous voyez les choses correctement?
Oui, parfait. Ok, merci. Voilà, donc je vais vous présenter donc, les réflexions qu'il y a eu autour de la nouvelle proposition de MAEC Sol, pour la PAC qui arrive là. Et clairement, les contributions ont été faites par différents partenaires autour de la table. Vous avez déjà eu Caroline Chartin de l'UC Louvain qui vous a présenté les concepts, mais derrière, il y avait également des discussions avec le CRAW, avec Nata Griwal, Greenotech et l'Université de Jean-Bouin Grobitech, et évidemment Réquois Sud qui est aussi un partenaire. Alors, je vais d'abord vous remettre un petit peu dans le contexte et dans les enjeux qui sont derrière la MAEC Sol, puis je vais vous présenter un peu l'idée de la MAEC Sol, de cette approche qui est finalement orientée résultat, de l'indicateur qui a été retenu, et de manière pratico-pratique, quelles vont être les conditions d'éligibilité, que ce soit au niveau des exploitations en tant que telles, ou même au sein d'une exploitation, quelles sont les parcelles qui vont être éligibles, avec voilà, quelques étapes pour sa mise en œuvre également. Et je terminerai par une petite demande à votre réseau de pouvoir contribuer aux réflexions qui sont menées, puisque c'est une mesure qui est nouvelle et qui est un petit peu innovante, on va dire, de ce point de vue-là. Donc, la matière organique du sol, Caroline vous en a parlé, hein, ça reste un des indicateurs principaux de la qualité d'un sol et ça permet d'agir à différents niveaux, que ce soit au niveau de la fertilité chimique, la structure des sols, on en a parlé, mais c'est également évidemment en lien avec l'activité biologique, la gestion de l'eau, la rétention, et il y a aussi un aspect climatique derrière lié à ça. Je ne vais pas revenir, entre guillemets, sur le constat actuel au niveau de la région wallonne, Caroline en a parlé, mais l'idée est de pouvoir prendre à bras-le-corps cette problématique. Et dans le cadre de la PAC, dans le cadre de la préparation du plan stratégique, il y a toujours une analyse AFOM, donc tout ce qui est atouts, faiblesses, opportunités et menaces qui doit être faite avant de proposer les nouvelles mesures. Et clairement a été mise en évidence lors de cette analyse qu'il fallait mettre l'accent sur le développement durable et la gestion des ressources en sol et la préservation de leur qualité. Clairement de protéger le potentiel productif, la fertilité, et donc au-delà des problèmes d'érosion hydrique, de viser le maintien d'une teneur en matière organique suffisante au niveau des sols. Alors, il y avait d'autres éléments liés à l'intensité de l'élevage et également rappeler le rôle important des prairies permanentes de ce point de vue-là. Il y a également un axe changement climatique, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour, en maintenant notamment les stocks de carbone qui existent au niveau du sol et en essayant de favoriser le stockage de ce carbone-là. Alors, d'une part, évidemment en préservant la prairie permanente et en la maintenant dans un bon état, mais aussi en encourageant des pratiques agricoles en grande culture qui puissent favoriser le stockage. Fort de ces réflexions, l'idée c'était de se dire il faut absolument qu'on travaille sur ces deux axes-là, l'axe culture et l'axe prairie, dans le cadre d'une bonne mesure, et s'insérer finalement dans la réflexion de la nouvelle PAC qui est de poser un cadre de l'architecture verte et qui organise une complémentarité finalement entre le niveau de base et la conditionnalité, et particulièrement, si on fait le lien avec la protection de la qualité des sols, tout ce qui est maintien de prairies permanentes, ça c'est la BCAE 1, d'avoir des bonnes pratiques sur les parcelles les plus sensibles à l'érosion, ça c'est la BCAE 5, et une approche d'avoir un couvert minimal au niveau des sols, qui est la BCAE 6. Ça c'est le pilier de la conditionnalité. Toujours dans le premier pilier, il y a une nouveauté, c'est bien les éco-régimes qui sont annuels. Et là, il y a des moyens qui sont prévus, notamment pour augmenter la couverture des sols. On en a parlé, Simon nous en a parlé, la couverture des sols, c'est quelque chose d'important. Et donc, il y a une mesure, notamment la couverture longue des sols, qui est un éco-régime qui permet d'aller au-delà de ce qui est exigé dans la conditionnalité. Le deuxième pilier sur base volontaire, c'est le pilier des MAEC. Et là, c'est là qu'on a voulu positionner finalement cette nouvelle MAEC Sol pour clairement favoriser le maintien et l'augmentation des teneurs en carbone organique des sols. Alors, je vais vous présenter une série d'éléments, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que les textes réglementaires ne sont pas encore adoptés définitivement.
Donc, voilà, je vous livre une série de réflexions. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de signe qu'on allait en sens contraire. Donc, a priori, c'est bon, mais on n'est jamais trop sûr jusqu'à ce que ce soit bien adopté définitivement. Donc, cette proposition de MAEC, c'est clairement une approche au résultat. Donc, on a eu beaucoup de discussions pour savoir si on essayait de rémunérer plutôt les moyens ou les résultats. On a abouti au fait que ce serait effectivement une bonne solution d'avoir une approche au résultat, avec l'objectif de gérer finalement le carbone de son sol, donc le maintenir ou l'augmenter pour préserver effectivement la qualité des sols, et ça pouvant être valorisé, que ce soit en culture ou en prairie. Alors, du coup, on a lié la rémunération au résultat. Et cette rémunération, quelque part, vient en complément d'autres mesures dans la PAC qui permettent de favoriser aussi le stockage de carbone. Mais ici, clairement, cette mesure-ci, elle se focalise sur la rémunération résultat. Et de quel résultat parle-t-on? Eh bien, justement, c'est basé sur un indicateur que Caroline nous a présenté, qui est justement ce rapport carbone-argile, qui semblait tout à fait pertinent pour une telle approche. Alors, il y a pas mal, il y a la littérature qui parle hein, des avantages d'avoir une approche au résultat par rapport à des approches moyennes. On met en évidence qu'il reste une liberté de choix importante au niveau de l'agriculteur. Quelque part, ça amène une simplification administrative de part et d'autre, je dirais, de l'administration, mais aussi à votre niveau, au niveau des agriculteurs. Clairement, il y a une motivation qui se développe avec une auto-expertise qui se façonne. Ça permet aussi d'avoir finalement les changements de pratiques qui sont plus pérennes, parce que l'horizon est plus clair en termes de résultats, on va dire. Et pour, entre guillemets, l'acceptabilité de toutes ces subventions dans le cadre de la PAC, il y a une acceptabilité sociale qui est plus importante, parce qu'on se base effectivement sur un résultat qui est objectivé et qui est crédible, reconnu au niveau scientifique, et finalement qui permet de valoriser finalement les efforts faits par les agriculteurs pour améliorer les services écosystémiques. Donc ça, c'était l'idée de l'approche au résultat. Alors, revenons à l'indicateur, c'est bien le carbone sur l'argile. Caroline vous l'a expliqué, ici je reprends son tableau, mais j'y rajoute du coup les paiements, puisque c'est une rémunération au résultat, en sachant que l'idée n'est clairement pas de rémunérer des situations qui sont défavorables, mais de rémunérer et de manière croissante les situations en termes de transition, avec un maximum de 80 € par hectare, et les situations favorables avec un maximum de 150 € par hectare. Je vais rentrer dans le détail. Pour rappel, ces seuils sont clairement cohérents avec ce qui est trouvé ailleurs, et donc on est plutôt pas mal dans le cadre de la crédibilité de cet indicateur. On a distingué, pour rappel, les 3 types de sols, léger, moyen et lourd, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Aux premières réflexions, on n'avait que des sols entre guillemets moyens, mais on s'est rendu compte que, comme Caroline vous l'a montré, on pouvait être beaucoup plus fin en distinguant ces 3 types de sols. Alors, quelles sont finalement les conditions et l'éligibilité? Donc, l'idée, c'est bien d'avoir une approche globale à l'ensemble de l'exploitation. Donc, quand on s'engage dans cette MAEC, on doit pouvoir engager au moins 90% des surfaces éligibles. C'est bien un engagement sur 5 ans, puisqu'on est dans l'approche MAEC. On avait pensé à en faire un éco-régime, mais sur 1 an, ça n'était pas cohérent avec je veux dire, la réflexion de l'évolution du carbone dans les sols. Donc on est parti sur 5 ans. Et le paiement, en réalité, est clairement donc, lié à l'indicateur carbone agile, mais on a également un bonus si on arrive à changer de classe. Et donc, ce bonus sera également payé, mais pour ça, il faudra avoir activé l'éco-régime couverture longue des sols pendant les 5 années. Et si on ne le fait pas, on n'est pas pénalisé, donc ça veut dire qu'on est rémunéré uniquement au niveau de l'indicateur carbone argile qui est mesuré la première année et également en année 5. Alors, quelles sont les exploitations qui peuvent activer cette MAEC sol? On a clairement voulu quand même travailler sur les situations les plus problématiques
en Wallonie, et tenir compte du fait que des exploitations avec uniquement des prairies étaient clairement bonnes déjà sans doute au niveau de ce rapport-là, mais bénéficiaient de rémunération par d'autres mesures de la PAC. Et donc on s'est concentré sur les exploitations qui ont plus de 30% de taux de culture en leur sein. L'idée aussi, on est clairement dans une approche résultat, mais on est bien conscient que ce n'est pas toujours évident de se lancer là-dedans. On a proposé d'avoir une sorte de ticket d'entrée pour pouvoir l'activer, c'est-à-dire qu'il faut s'engager à faire l'éco-régime couverture longue des sols en première année. Comme on sait que la couverture des sols, c'est le levier principal, comme Simon vous l'a montré, on s'est dit, ben voilà, c'est la manière de rentrer dans une démarche de pratique qui permette de maximiser les résultats au niveau de cette MALC. Et quelque part, c'est le seul volet de rémunération, enfin, ce n'est pas une rémunération, c'est un ticket d'entrée qui est basé sur le moyen et non pas sur le résultat. L'idée aussi, c'est d'engager un minimum de surface quand même, alourdir toute cette procédure, entre guillemets, pour des surfaces. Donc ici, il faut au moins 1 hectare engagé. Une fois qu'on est éligible au niveau de l'exploitation, à ce moment-là, il va falloir voir au sein de cette exploitation quelles seront les parcelles qui pourront être éligibles à la rémunération. Alors, évidemment, toutes les parcelles qui seront considérées comme sensibles, trop sensibles à l'érosion dans le cadre de la conditionnalité, donc la BCAE 5, celles-là ne pourront pas faire évidemment l'objet d'une rémunération. Il faut d'abord régler le problème au niveau de la conditionnalité. Nous, on vient en complément, deuxième pilier. Et on ne va pas non plus prendre en compte les parcelles qui étaient cultivées au cours d'une des 5 années précédentes, puisqu'on ne veut certainement pas, et ce serait contraire à la logique et à la mesure, on ne veut certainement pas se retrouver à retourner des prairies permanentes pour essayer d'avoir des bons taux de carbone, puisqu'effectivement, le taux de carbone sera bien élevé en début de période, mais va diminuer très vite, et ça, c'est une mesure clairement contre-productive. Donc, une fois on sait qu'on est éligible et qu'on voit quelles sont les parcelles qui pourront être engagées, l'idée, c'est d'en engager au moins 90%. On laisse 10% de marge pour que, voilà, au niveau des agriculteurs, il y a bien toujours une parcelle sur laquelle on n'est pas sûr ou qui va peut-être sortir de l'exploitation. Enfin, donc ça, c'est une marge de manœuvre qui est laissée à l'appréciation, évidemment, de l'agriculteur. Alors, ce qui se passe quand on s'engage là-dedans, en fait, on fait un premier bilan en première année. Donc, l'agriculteur choisit les 90% de la surface qu'il va engager. Ça, c'est de son ressort. Et puis, il passe la main à un préleveur qui va faire les prélèvements et l'échantillonnage de manière indépendante. Ces prélèvements et les analyses doivent être faites selon une certaine procédure qui est définie dans la réglementation. Et là, c'est les laboratoires qui vont être responsables de cette partie-là. Alors, ce bilan va permettre d'établir les résultats et va permettre d'établir finalement le classement de chacune des parcelles qui sont engagées. Et en fonction de la classe, on aura une rémunération. Il faut savoir que la rémunération comprend aussi un forfait pour défalquer les analyses de sol qui seraient faites. Et donc, on a fait l'estimation de ce qui pourrait être demandé au niveau des prix. Et il y aura 100 € de toute manière à répartir chaque année. Donc, en réalité, les analyses se font en année 1 et en année 5, mais pour des facilités de paiement, on répartit ça chaque année. En année 5, on refait un bilan et on voit s'il y a un bonus ou pas. Pour ceux qui auraient activé l'éco-régime couverture longue des sols pendant les 5 ans. Le bonus ici, les prix sont indiqués. Pour les nouveaux hectares qui sont en classe de transition, c'est 200 € par nouvel hectare. Et pour les nouveaux hectares en classe favorable, c'est 280 €. C'est une carotte pour essayer d'augmenter de classe. Alors, ça, c'est le système. Maintenant, si en dernière année, on constate qu'il y a une diminution de cet indicateur sur plus de 5% de la surface, donc on a diminué de classe, on se retrouve du coup avec une augmentation des parcelles qui sont classées défavorables, ou si on se retrouve avec diminution des parcelles classées en favorable, à ce moment-là, il n'y a pas d'aide qui sera fournie en dernière année. Il n'y a pas d'effet rétroactif pour les autres années, donc les 4 premières années restent acquises.
Donc, grosso modo, il y a 6 étapes. La première étape, donc dans le cadre de la réalisation du bilan pour la première année, il ne faut pas oublier d'activer l'éco-régime couverture longue des sols. Donc, ça se fait via la déclaration de l'année prochaine. Mais il y a une particularité pour les parcelles qui ne sont ni en prairie ni en culture permanente. Il faut activer une déclaration dite anticipée. Et ça doit être fait d'ici le 15 décembre. Les informations sont disponibles sur le site de l'administration. Mais donc ça, il faut être attentif si vous êtes intéressé par cette mesure et que vos parcelles ne sont ni en prairie permanente ni en culture permanente. Il faut prendre décision assez rapidement. Alors, une fois qu'on a activé effectivement cet éco-régime couverture longue des sols qui est le ticket d'entrée, eh bien, on indique également dans sa déclaration si on veut activer la MAEC sol. Et à ce moment-là, au niveau de l'administration, il y aura déjà une vérification automatique de savoir si on est éligible, puisque est-ce qu'on a plus de 30% en terre arable et est-ce qu'on s'est bien engagé dans l'éco-régime couverture longue des sols. Cette éligibilité de l'exploitation, elle ne se fera que la première année. Donc, pour les autres années, on considère que l'exploitant reste éligible, même si à un moment donné, il y a une variation du taux de culture. Et si on ne s'engage plus en deuxième année dans l'éco-régime couverture des sols, on reste éligible, plus pour le bonus, mais bien pour la rémunération directe de l'année. Également dans la déclaration, on pourra voir directement si ces parcelles sont éligibles, puisque la déclaration va permettre d'identifier directement si on est soumis à la BCAE 5 ou pas, ou si on a une terre arabe qui a été une prairie dans une des 5 années précédentes, elle sera indiquée comme inéligible. Donc, ça, c'est la déclaration qui vous permettra de reprendre ce listing alors des parcelles éligibles. Une fois que vous avez ce listing, vous allez choisir un des laboratoires qui va faire le bilan. Ils seront disponibles sur le site de l'administration, mais grosso modo, ce sont les laboratoires de proximité de Réquois-Sud, donc avec lesquels vous êtes familier. Et il faut s'adresser à ce laboratoire au plus tard mi-juin. Pourquoi? Parce que on laisse 2 semaines après la date limite de modification à la hausse de sa déclaration de superficie. C'est ce qui est prévu dans la mécanique générale. On a le laboratoire et là, il vous faut indiquer finalement quels sont les 90% que vous engagez. Une fois que c'est fixé, eh bien, le laboratoire va effectuer le bilan des parcelles à engager et va faire des prélèvements sur certaines de ces parcelles. Alors, il y a des parcelles qui vont être regroupées parce qu'elles seront considérées comme dans une zone homogène. Donc, on ne va pas nécessairement échantillonner toutes les parcelles engagées. On échantillonne au moins toutes les zones homogènes qui sont répertoriées sur l'exploitation. Puis, on fait l'analyse des paramètres et les résultats vous sont restitués. Alors, on a mis quand même un délai pour non seulement s'adresser au laboratoire, mais également pour que le laboratoire vous revienne avec les résultats. Et donc, il doit vous revenir avec les résultats au plus tard le 30 octobre de l'année en cours. À ce moment-là, il y a une possibilité pour pallier à certaines situations auxquelles on pourrait faire face, de contester ce bilan dans les 15 jours de l'envoi des résultats. Et à ce moment-là, c'est un autre laboratoire qui effectuera votre analyse. Alors, ces résultats, en réalité, vont être centralisés au niveau de Réquois-Sud. Donc, tous les laboratoires de proximité vont également envoyer ce résultat au niveau de la cellule d'appui coordination de Réquois-Sud. Et cette cellule-là va transmettre alors les bilans à l'administration et doit le faire au plus tard le 30 novembre. À ce moment-là, il y a encore un dernier check de la conformité des documents et le calcul du paiement qui sera accordé alors l'année N+1. Justement, ce paiement, donc j'ai remis le tableau avec les 3 situations, défavorables, de transition et favorables, avec les montants. Pourquoi est-ce qu'on a indiqué maximum? Parce qu'en fait, ce maximum, il est d'office acquis si on a un taux de terre arable d'au moins 60%. Maintenant, si on est entre 30 et 60%, on a organisé une forme de relation linéaire, de dégressivité, pour éviter d'avoir des seuils abrupts et pour également avoir une certaine maîtrise budgétaire. Et donc, ici, en fonction de votre taux de culture, c'est un petit graphique. Si vous êtes à 30%,
il n'y a pas de rémunération, il faut être au-delà de 30%. Et puis au fur et à mesure, il y a la rémunération, donc c'est indiqué à gauche, là, en abscisse, en euros par hectare qui augmente. Voilà. Donc la rémunération, elle se fera chaque année. Le résultat du bilan, lui, il reste le même, mais il est réattribué chaque année aux parcelles qui restent engagées finalement pendant la période avant de refaire la même chose pour la dernière année. Donc, éventuellement activer de nouveau l'éco-régime couverture longue des sols si on veut jouer le bonus. Activer évidemment toujours cette MAEC sol qui reprend le listing des parcelles qui sont éligibles. On rechoisit le laboratoire au plus tard mi-juin, on fait réaliser le bilan et sur les parcelles qui sont restées engagées évidemment. Et puis on reçoit le bilan plus tard fin octobre et l'administration reçoit tous les résultats fin novembre. Alors, le paiement, c'est la même chose qu'en première année, sauf qu'il y a cette histoire de bonus qui vient se rajouter avec effectivement les 200 € par hectare pour les nouveaux hectares qui sont classés en transition et 280 € hectare pour les nouveaux hectares classés en favorable. Et on rappelle qu'il n'y a pas d'aide en dernière année ici. On a fait des diminutions qui sont significatives. Voilà un petit peu en quoi consiste cette MAEC sol. Donc, c'est clairement une nouvelle approche. On laisse la liberté des moyens, mais on s'oriente sur les rémunérations au résultat. On vise quelque chose de long terme, ça c'est clair. On répond un petit peu aux enjeux, évidemment, qu'on a analysés dans stratégique PAC. Il y a on a voulu vraiment mettre une cohérence et un lien entre finalement l'architecture verte, la conditionnalité, les éco-régimes et les MAE. Donc là, on a une bonne synergie. Normalement, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, donc c'est plus les laboratoires qui vont devoir faire un peu l'effort, mais à votre niveau, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est s'engager, choisir ses parcelles et alors demander au laboratoire de faire le bilan. L'indicateur, lui, il est assez robuste, donc c'est la raison pour laquelle on est parti là-dessus. Et clairement, au niveau du suivi, l'administration, c'est plus simple. Il n'y a pas d'obligation de faire intervenir un conseiller. Maintenant, clairement, les structures de conseil existantes vont permettre de vous indiquer des conseils sur les leviers et les moyens qui peuvent vous permettre d'augmenter vos résultats. Et il y a quand même très peu de risques à votre niveau. À partir du moment où vous activez l'éco-régime, au pire, vos parcelles sont défavorables et il n'y a pas de rémunération, mais vous avez quand même le forfait qui vous est défalqué pour les analyses de sol. Et en fin de période, il faut avoir vraiment des diminutions significatives pour ne pas être payé la dernière année, mais le reste est pris. Donc, voilà un petit peu la proposition. Alors, j'en viens, je ne sais pas si peut-être par rapport à ça. Je pense qu'on peut commencer par 2-3 questions. Une première qui n'a pas encore été répondue sur le chat, c'est quelle est la profondeur d'échantillonnage qui est prévue dans le cadre de la MAE? Oui, donc on s'est clairement basé sur les travaux menés par Caroline, qui reprennent les analyses de sol telles qu'elles sont réalisées habituellement par les laboratoires de proximité. Et donc, c'est l'horizon de surface, à peu près 0,20, 25 cm. On n'a pas changé cette profondeur-là. Pourquoi? Parce que cet indicateur-là, clairement, on l'a vu, il est lié à la stabilité structurale. Donc, clairement, on a un enjeu qui se passe, comme tu l'as montré, en surface du sol, mais pas que. L'objectif, c'est bien d'augmenter finalement la matière organique des sols, y compris en profondeur. Enfin, le système racinaire va bien plus loin que le 0,10 cm. Et donc, les intensités de couvert permettent aussi d'augmenter le carbone plus en profondeur que la surface. Donc, on est resté à une profondeur d'échantillonnage classique, de manière à prendre en compte tout le type d'agriculture aussi. Voilà.
Alors, il y a une question, question slash remarque sur la dia 16. Il vaut mieux ne pas engager tous ces hectares la première année, car la rémunération est plus importante pour de nouveaux hectares en N+1, du coup? Interrogation. A priori... Ou est-ce que c'est une incompréhension du... Oui, je pense que donc l'idée, c'est bien de décider la première année quelles vont être les parcelles engagées pendant les 5 ans. Et donc, ça veut dire que, quelque part, une fois que vous êtes parti pour la MAEC sol, vous n'allez plus augmenter le nombre d'hectares éligibles en deuxième année, quoi. Donc, c'est bien la première année qu'il faut faire les choix de ces parcelles qui vont être engagées. Et il faut, dans la mesure du possible, garder ces parcelles-là pendant les 5 ans. Si maintenant il y en a qui sortent pour une raison ou une autre, c'est pas pénalisant, donc vous aurez toujours droit à la rémunération pour les autres, mais il y aura moins de surface rémunérée, tout simplement. Et donc, on n'est pas dans une logique où chaque année, on augmente l'engagement des parcelles, entre guillemets. Enfin, a priori, c'est Maxime, pas est-ce cette que ça logique. répond à ta question? Super. Pour l'enregistrement, il y a eu 2-3 petites questions sur les prairies temporaires. Donc juste, ça a été répondu, mais comme ça, on l'enregistre bien. C'est que c'est bien considéré comme une terre arable et que ça ne rentre pas dans l'histoire des 5 ans de retournement de prairies. Donc on parlait bien des prairies permanentes à ce moment-là. Ok, ça a été répondu. Et alors, il y avait une question sur le coût de l'analyse. C'était MAE, mais qui a été répondu sur le chat. Et est-ce qu'une prairie permanente depuis 1 an ou 2 peut redevenir arable? Je pense que ce ne sera pas le cas, hein. Elle peut pas, puisque on vérifiera, en tout cas, je dirais, elle peut pas, elle ne sera plus éligible ici dans la MAEC sol, puisqu'on va vérifier chaque année si la parcelle qui est en terre arable n'a pas été en prairie permanente au cours des 5 années précédentes. Merci. Est-ce qu'on a épuisé les questions? Est-ce qu'il y en a une autre qui vous brûle les lèvres? On n'entend pas bien. Je ne sais pas qui. Quelle est l'enveloppe prévue pour la MAE? Oui. Et combien d'hectares pourraient être couverts? Je suppose en total en Wallonie, du coup. Donc, on a... Bon, c'était pas évident de faire toutes ces simulations économiques parce que ça dépendait aussi du taux d'adhésion à l'éco-régime, puisque c'est le ticket d'entrée. Donc, il y a pas mal d'hypothèses qui sont derrière un peu certaines réflexions. Toujours est-il que l'enveloppe budgétaire prévue est de, je pense, 9 millions à peu près sur la totalité de la période. Ça, je pourrais revérifier je peux vous confirmer ça dans le chat, mais j'ai en tête cette somme-là. Et c'était combien d'hectares pourraient être couverts? On avait fait, ben là, ça dépendait des hypothèses. On était parti, mais ça, il faudrait que je regarde dans ma... Attendez, je regarde un peu dans les documents que j'ai ailleurs ici. On pourra peut-être répondre après, tranquillement. Ouais, ok, ouais, je préfère pour éviter de dire des bêtises. Ouais. Je répondrai dans le chat aussi pour ces questions-là. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire du réseau